Utilisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Mais justement, parce que c'est vrai que là, tu viens de nous donner les fondements, les grands piliers de la parole, des thématiques que tu as évoquées là. Mais si on essaie de… Voilà, on a vraiment pris de la hauteur sur ce débat, on a vraiment, grâce à toi, grâce à ce que tu viens de nous expliquer, on regarde ça vraiment de surplomb pour bien comprendre. Et si on essaie de revenir presque d'une certaine manière sur la terre, là au contact de notre réel, pour utiliser ce qu'on vient d'apprendre avec toi et l'appliquer dans ce que nous vivons actuellement. C'est ce que tu dis, voilà, revenir sur la question initiale. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, toujours par rapport à cette question de transformation que la parole peut apporter, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui aussi l'illusion que la parole peut transformer le réel? C'est-à-dire que à partir du moment où on va dire quelque chose, où on va essayer de parler d'un phénomène, de parler d'une situation, on va estimer qu'on a des prises sur elle et qu'en disant, en utilisant la parole, on peut la transformer. Je reviens, là encore, de manière beaucoup plus terre à terre, mais je reviens à cette figure du débat et plus largement à la parole médiatique. On a l'impression que cette parole médiatique transforme le réel. Du moment que c'est dit dans les médias, par la majorité des médias, ça annihile toute autre parole, toute autre réflexion, encore plus si elle est contradictoire. Et j'aimerais aussi faire le lien avec ce que tu disais au tout début de l'échange, quand tu disais que les médias donc, proposaient d'instaurer le débat et tout ça, et que ce rôle du débat était plus que jamais essentiel. Mais est-ce que là aussi, on n'a pas quelque chose de complètement galvaudé, c'est-à-dire de médias qui avanceraient masqués en disant nous, on va jouer notre rôle de contre-pouvoir, on va jouer notre rôle pour faire ce lien entre les citoyens et les faits, mais ils ne disent jamais qu'en fait, ils ont un parti pris qui est devenu de plus en plus manifeste. Aujourd'hui, je crois qu'il est quasiment impossible de trouver, en tout cas dans la presse française, un titre mensuel, hebdomadaire ou autre, qui ait eu une ligne différente sur la gestion de crise, qui ait eu une ligne vraiment presque opposée, pas opposée pour être opposée, mais à apporter des éléments justement pour nourrir le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas, donc pour résumer, hein, à la fois dans un monde où la parole prétend pouvoir modifier le réel, elle ne modifie plus le soi, mais elle modifie aussi le réel, et aussi une parole qui, plus que jamais, avance masquée dans l'illusion, dans presque le faux semblant permanent d'une parole qui se voudrait opposée ou contradictoire ou à prôner le débat alors que finalement, il n'en est rien. Oui. Mais tout de suite pour la croyance magique, qui est magique hein, pour moi, selon laquelle, et qui est véhiculée par beaucoup, hein, selon laquelle il suffit de répéter quelque chose pour que ça devienne vrai. Ça peut être vrai d'un côté, mais c'est pas dans ce sens-là que l'envisageait la philosophie antique, puisque c'est pas forcément par des contenus de discours, mais aussi c'est par les opérations. Donc c'est plus, disons que la parole est ce qui quadrille la délibération, en fait. Donc, la parole véhicule, tu l'as dit, un parti pris. Pour être catégorique, mais pour être un peu plus large, un système de valeurs, une logique de pensée. Et cette parole a pour fonction, la parole médiatique en tout cas, a pour fonction d'entretenir cette logique. Et ça quadrille un petit peu le pouvoir délibératif du citoyen. Et donc moi, j'ai voulu prendre un peu de distance par rapport à ça, et pour remettre en cause un peu les fondements de cette parole et les impasses théoriques qu'il y a, qui nous conduisent à une impasse carrément matérielle et physique. On pourra en rediscuter de manière un peu plus élevée tout à l'heure, c'est-à-dire en quittant encore le sol de l'actualité. Mais revenons au fait, et au fait que tu t'aperçois, et moi aussi, hein, je constate ça, cette conviction qu'il suffit de marteler une information pour que ça soit vrai. Et quelque part, je pense que la plupart des gens qui martèlent finissent par y croire. Et donc, il y a tout un parti pris derrière. Alors, il faut se rendre compte que ça vient encore une fois de cette logique que j'ai essayé de détailler tout à l'heure, et qui, finalement,
postule la vision macroscopique au détriment de toute autre vision, ne serait-ce que microscopique, c'est-à-dire moi, citoyen. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la question. Qu'est-ce que je dois faire face à cette situation? Et le discours médiatique me contraint dans une posture. Tu ne peux être qu'un spectateur de l'actualité. Résigné peut-être, impuissant peut-être, désabusé, médusé, ébahi par tout ce qui se passe, mais tu n'as pas d'autre pouvoir, peut-être les urnes, etc. Mais je suis contraint dans cette posture. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de ta simple décision qui va surgir et qui pourra être bénéfique pour l'ensemble du corps social. Donc, ça participe encore de cette vision, comment dire, cette logique d'existence qui fait encore la part belle aux faits et le primat de l'économie, c'est-à-dire que c'est le point de vue machiavélien, c'est celui qui invente ce point de vue, qui se sort, donc qui conçoit la politique comme l'observateur qui quitte son ethos de citoyen pour adopter un point de vue de surplomb par rapport à la société et nous décrire finalement ce qui se passe dans la société, comprendre les rouages. Donc on rentre dans un fantasme politique qui nous fait croire que tout va se résoudre par le haut. Tout va se résoudre par la décision des gouvernants, par la décision des principaux magnats de l'économie, de l'industrie, etc. Peut-être par je ne sais quelle magie, par produire un discours qui les convaincrait qu'ils aient tort, etc. Donc, le discours nous fait croire ça. Et ça, la philosophie antique, quelque part, et le discours philosophique nous permettent de sortir de ce qui nous emprisonne. C'est-à-dire de retrouver un véritable pouvoir de citoyen. Il y a énormément de choses à faire pour retrouver ce pouvoir et ne pas se contenter de ce que nous disent les médias sur la réalité à vivre. Et donc, il y a donc cet espace qui est le soi, ce que disait Socrate, qui est fait à la fois d'une certaine intelligence pour comprendre et de certaines facultés pour agir, de certains désirs. Et donc, il y a la possibilité là d'abord de se retourner vers soi, de se connaître soi-même, pour, en tenant compte de cette connaissance et des outils qui me permettent de mettre un peu d'ordre là-dedans, me retourner vers le monde. Donc, quelle est la priorité? Est-ce qu'il faut tout attendre d'une gestion politique de ce qui nous arrive? Et est-ce qu'on n'a pas quelque chose à jouer soi-même là-dedans? Donc, c'est un petit peu ça que nous adresse le discours philosophique. Maintenant, pour revenir au débat, et au parti pris. Il y a une espèce de mécanisme qui a fait, donc concurremment à cette réduction de la perception du politique. Avant, on nous disait que d'abord l'économie, et après, quand on aurait résolu tous les problèmes économiques, à ce moment-là, ça va, on pourra faire ce qui nous apparaît le plus essentiel, créer, consommer, s'amuser, s'épanouir. On a vu que ça ne menait à rien, et donc la réduction se fait encore plus drastique. Maintenant, c'est le sanitaire. Voilà. Et là, on perçoit, évidemment, parce qu'il y a des prises de position catégoriques qui nous disent, les faits nous disent qu'il faut agir de cette manière. On rentre dans le monde du prescriptif. Évidemment qu'il y a des clivages, puisque une partie de la population ne va pas se laisser faire. Mais l'impossibilité d'organiser un débat, comme je le disais, vient du fait qu'on ne discute que de faits. Et chacun va aller chercher les faits qu'il arrange pour défendre son point de vue, mais on ne discute pas finalement du projet d'existence qui préside à la sélection de ces faits et à l'interprétation qu'on donne à ces faits. On peut prendre des exemples. Je reprends l'expression, je crois que toi-même tu as utilisé pour parler des engorgements des hôpitaux. Si je me souviens bien, tu avais parlé de variable d'ajustement, c'est bien ça? Oui, on en avait discuté. Voilà. Donc, la variable d'ajustement de cette crise sanitaire, ça a été l'engorgement des hôpitaux.
Donc c'était l'argument ultime. Il faut absolument mettre un frein, il faut absolument contrôler cette épidémie, puisque notre système de santé est incapable de gérer cet afflux de patients atteints de la Covid. Parallèlement, on choisit l'industrie pharmaceutique pour présider à la gestion de cette crise. Et dans les deux cas, on fait valoir les faits, les chiffres. Voilà, tu parlais, c'est les chiffres qui disent la vérité. Mais on n'interroge jamais le fait qu'un hôpital, par exemple, ne se préoccupe pas et n'est pas mu que par le simple souci de la santé de la population. C'est finalement une entreprise dont les dimensions ne sont pas simplement sanitaires, mais économiques. Donc il y a tout un projet économique qui engage la gestion d'un hôpital et qui l'engage à devenir cet hôpital-là qui ne parvient pas à faire face à une crise sanitaire dont on a décidé que c'était une crise sanitaire, donc dont on a décidé que c'était un péril grave pour l'humanité tout entière. Et donc, on court-circuite un petit peu le fait que c'est un mode de vie qu'on défend par là. Derrière la gestion des hôpitaux, il y a une vision de l'homme, de son destin, derrière la gestion actuelle des hôpitaux, il y a un système de valeurs qu'on essaie de défendre. Et donc ce système de valeurs, comme j'ai essayé d'expliquer, est cadenassé par cette doxa et cette logique de pensée. Et ces hôpitaux sont, comment je veux dire, sous la gestion d'un mode de vie ultralibéral, compétitif, concurrentiel. Et donc c'est finalement, si on pourrait adopter une posture un peu provocatrice, un peu comme Jean Baudrillard le faisait, c'est un peu la fonction de cette crise que de faire admettre à toute la population un certain mode de vie qui a des dimensions non pas seulement sanitaires, mais économiques et même politiques. Et pareil, le choix de l'industrie pharmaceutique pour résoudre cette crise sanitaire, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va choisir ceux dans la population qui sont mus aussi par une logique économique et productiviste, et qui est très marquée, c'est-à-dire pour la santé pendant des siècles, la principale solution c'était abstiens-toi. Le jeûne, par exemple, c'était la formule par excellence de l'ascétisme, un jeûne pratiqué avec rigueur et avec connaissance pour nettoyer l'organisme, pour faire face à des difficultés et même à des maladies. Le jeûne permet la régénérescence du corps. Donc c'est une vision de la santé qui s'appuie sur les ressources même du corps pour faire face à ce qui lui est hostile. Alors que la vision de l'industrie pharmaceutique, c'est pas ça, c'est une vision productiviste. Vous avez un problème, ne songez à rien, j'ai le produit. Et ne songez pas du tout aux conséquences ni sanitaires d'ailleurs, ni sociales, ni politiques, ni économiques. Songez d'abord à votre santé parce que vous êtes menacé, dans votre santé et même dans votre vie. Et la solution, c'est un produit que j'aurais pensé pour vous. Donc, on peut défendre, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut chasser ça. Il faut juste s'apercevoir que la mobilisation des faits pour favoriser ces deux choses, hein, l'engorgement des hôpitaux, on nous dit « Ah non, là c'est la limite qu'on ne peut pas franchir », le choix de l'industrie pharmaceutique, et dans les deux cas, on nous dit « ce sont des faits ». Et de l'autre côté, on nous dit « c'est la science qui parle ». Et donc la science, qu'est-ce que c'est? C'est ce corps organisé au sein de la société qui parvient à récolter tous les faits pour nous dire ce qu'il en est de la réalité, ce qu'on doit faire en fait. Et on court-circuite le moment où on doit délibérer du choix de vie. Choisir ce type de gestion des hôpitaux, choisir
ce type de gestion de la crise sanitaire, finalement quadrillé par l'industrie pharmaceutique, cache un désir de vivre parmi les hommes et sur cette terre particulier. Et c'est de ça dont on doit discuter. Alors, faire intervenir un débat véritablement démocratique serait non pas seulement une dispute du point de vue des faits, parce que, encore une fois, les faits, on le voit. On peut aller chercher ce qu'on veut comme fait pour avaliser son point de vue et leur faire dire finalement n'importe quoi. Je prends un exemple. Le fait que le vaccin ne soit plus efficace après 6 mois, c'est un fait qui est utilisé et de part et d'autre. Contre le vaccin, on va utiliser ce fait-là pour dire, mais vous voyez, c'est la preuve, ça marche pas. Et ceux qui sont pro-vaccin vont dire, mais vous voyez, c'est la preuve qu'il faut se revacciner à nouveau. Donc, tant qu'on ne discute pas du choix de vie qu'il y a derrière tout ça, on va continuer à se battre à propos de faits. Et alors, ce choix de vie, moi, je voudrais déjà comme je le disais au départ, qu'on s'interroge sur la notion de santé. Qu'est-ce que c'est la santé ? Et de l'implication et de l'articulation qu'il y a entre le choix d'une certaine santé et d'un certain mode de vie. C'est clair qu'un mode de vie essentiellement productiviste et consumériste ne favorise pas la santé. On le voit. Production et consommation, à l'heure actuelle, sont en train de détruire toutes nos ressources naturelles, puisqu'elles ne se fondent pas sur une réelle interrogation des besoins humains. De quoi avons-nous besoin ? D'abord pour vivre avec soi-même et ensuite avec l'autre. Vers quel projet politique devons-nous tendre ? Comment devons-nous nous constituer pour ce projet politique ? Est-ce que c'est une production coupée de toute interrogation sur les réels besoins humains ? Et donc, c'est là que la parole socratique peut intervenir pour nous donner des outils afin d'interroger ce qui est essentiel pour la politique, c'est-à-dire les termes autour desquels on se rassemble et grâce auxquels on construit un destin, on construit un avenir politique. Par exemple, si tu prends la définition de la santé donnée par l'OMS, on s'aperçoit assez rapidement que c'est une absurdité totale. Je la prends, je crois que je l'ai quelque part. Donc, la définition de la santé donnée par l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, ce qu'on pourrait dire déjà tout de suite, c'est que sous le coup de cette définition, on en arrive à un résultat tout à fait inverse. Et plus on essaye quelque part d'avoir la meilleure santé, c'est-à-dire un état complet, total, sans aucune altération d'une santé mentale et physique, plus on essaye d'agir dans ce sens-là, plus finalement on constate qu'il y a des problèmes de santé très visibles dans la situation, notamment, encore une fois, cette crise sanitaire, mais une anxiété qui se conjugue à ces problèmes de santé. Et donc, peut-être qu'il faudrait revenir à cette définition et à quelque part son idéalisme absolu. Quand est-ce que dans l'histoire de l'humanité, un homme a été dans un état total et complet de santé mentale et physique ? Jamais. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas dans la définition le simple fait qu'on est soumis sans cesse à des altérations et que la santé, c'est un équilibre, c'est une lutte entre ce qui nous apparaît préférable dans la gestion de notre santé et finalement notre interaction avec un univers qui finalement ne va pas nous laisser en bonne santé. Le terme, c'est la mort. On aurait un peu oublié. Il y a certains philosophes qui ont rappelé ça. Mais donc, on n'intègre pas la finitude de l'être humain dans la définition de la santé, par laquelle on gère la santé au niveau de la population mondiale. Et après, on s'étonne qu'on en arrive à des extrémités pareilles. Et je voudrais parler d'ailleurs de ça, c'est qu'il y a une propension totalitaire, c'était la grande question d'Hannah Arendt, dans cette logique de pensée.
qui est assez facile, me semble-t-il, de percevoir. Puisque si on fait de la gestion de la part matérielle de l'existence la planche de salut de toute l'humanité, sans qu'on puisse d'ailleurs remettre ça en cause, et donc si on en fait vraiment une croyance à tel point qu'elle devient je veux dire, le centre de toute activité économique, de toute relation entre les hommes, de toute activité politique, on vient buter contre une nécessité, c'est que l'homme n'a pas les moyens de connaître de manière absolue le réel qui l'entoure. Il n'en a pas les moyens. Et donc, s'il n'a pas les moyens de connaître, et on a encore moins les moyens de prouver qu'on les a, donc par voie de discours, il y a toujours une ouverture à l'incertitude radicale du réel qui nous résiste. Il résiste à toute investigation. Et donc, si on n'en a pas les moyens, alors qu'on essaye de les maîtriser, c'est-à-dire qu'on est quand même mu par cette idée que, en maîtrisant ce réel et donc en le connaissant, je vais moi-même en tant qu'être humain me sauver. Et je vais d'ailleurs participer à l'épanouissement de la société maintenant à une échelle planétaire. On va être contraint finalement de je vais vers le réel, j'invente quelque chose pour me montrer à moi-même que je peux le connaître, pour me montrer à moi-même que je peux le contrôler, pour me montrer à moi-même finalement que je me contrôle et que je contrôle mon existence. Et par là, je serai heureux. Le réel résiste. Je retourne vers moi, je réinvente du matériel pour contrôler. Et il y a une propension au contrôle qui est au fondement même de la science politique et de l'activité politique moderne qui nous oriente vers un totalitarisme. Le totalitarisme, c'est quoi? La définition, c'est au départ la volonté d'un contrôle total et absolu du réel humain, qui se retrouve d'ailleurs dans la définition de la santé de l'OMS, hein. Un état de bonheur total et complet. Et donc, Hannah Arendt dira, évidemment, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'homme veut toujours contrôler le réel, en sachant que ce réel lui résiste? Eh bien, finalement, on casse le jouet. C'est-à-dire qu'on passe dans la volonté de contrôler le réel à un exercice pur du pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. C'est ce qu'ont tenté les nazis, finalement. Le pouvoir pour le pouvoir, et ça conduit à une destruction du réel. Mais justement, sur ce point, j'aimerais vraiment rebondir dessus parce que c'est un débat qui forcément est en arrière-plan de ce qu'on vit depuis plusieurs mois, depuis bientôt 2 ans. Tu parles de totalitarisme, tu parles des nazis forcément, et c'est une référence qui est beaucoup revenue, notamment dans les cortèges de manifestations en France. Donc il y a eu toute une série de manifestations, et il y a encore chaque samedi dans beaucoup de villes en France des gens qui manifestent contre le pass sanitaire ou autre. Et il y a eu parfois cette mobilisation, cette référence au régime nazi, à l'étoile jaune, ce qui avait fait beaucoup parler, notamment dans les médias français. Mais c'est vrai que il est quasiment impossible de ne pas voir émerger ça. Quand on voit la logique du pass sanitaire, on est effectivement dans une logique de contrôle avec un pass, un Ausweis, on dit certains, mais un pass qui autorise l'accès à des endroits. Ce qu'on voit aujourd'hui en Autriche, alors le clin d'œil est un petit peu facile, mais quand même, on voit en Autriche un confinement qui ne concerne que les non-vaccinés. Donc on a aujourd'hui une part de la population autrichienne qui n'a plus les mêmes droits, fondamentalement, que l'autre partie de la population. Donc quand on voit tout ça, et qu'on voit des gens qui soulèvent cette question-là, il y a une sorte, et ça je trouve ça extrêmement gênant, peut-être que certains spectateurs seront d'accord ou pas, mais c'est précisément l'idée, je trouve qu'il y a une sorte de dérision sur ces réflexions-là. Quand des gens arrivent en disant, attendez, là ce qu'on voit émerger, c'est quelque chose de totalitaire, il y a un contrôle du pouvoir, une sorte de biopouvoir, donc en plus qui se dématérialise, pour le coup, tout est sur le smartphone, le QR code, en plus c'est le progrès, il y a quelque chose de clinquant, mais quand même c'est très inquiétant. Et on voit de manière quasiment entière, dans beaucoup de médias, des gens qui disent, alors des chroniqueurs, des politiciens, tout ce que vous voulez, qui disent « Ah non, mais attendez, c'est pas ça, vous pouvez pas dire ça ». Il y a une sorte de dérision, comme si, non, en fait, c'est pas grave, c'est normal parce qu'on va sauver des vies. Et je rejoins absolument ce que tu disais. Je ne sais même plus si on a peur de la mort, c'est qu'on est dans une telle volonté de jouissance du pouvoir qu'on a envie de maîtriser la mort maintenant, qu'on peut décider quand et comment vont mourir les gens.
C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la situation des personnes âgées dans les EHPAD, donc les maisons de retraite en France, au début de la crise, elles n'étaient même pas comptabilisées dans les chiffres des décès. Ça avait été un scandale, les chiffres étaient donnés tous les jours de manière extrêmement morbide par un monsieur qui s'appelle Jérôme Salomon, qui est directeur de la santé en France, qui passait tous les soirs à la télé pour donner le décompte de personnes décédées. Et je crois que c'était Libération qui avait pointé à l'époque le fait que les personnes décédées en EHPAD n'étaient même pas comptabilisées. Donc on en était à ce niveau-là, on devait être entre mars et mai 2020. Un an plus tard, avec l'arrivée du vaccin, il fallait que tout le pays se vaccine pour protéger nos anciens. C'était la valeur absolue. Plus personne ne devait mourir. Donc on est passé d'un statut où on ne comptait même plus les gens à un statut où pas une personne ne devait mourir, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et tout ça cumulé, voilà, il y a toutes ces articulations qui se font, et pourtant, on reste dans un climat où mais c'est pas grave, faites le QR code et puis vous allez aller au cinéma, il y a James Bond qui est sorti, c'est génial. Comment on peut traiter cette sorte de dérision face à quelque chose qui effectivement semble pesant et grave? Ben, tout d'abord, moi je renverrai au livre que Hannah Arendt a écrit sur le totalitarisme pour se rendre compte que effectivement il y a plein de similitudes, mais il y a aussi plein de différences avec le projet nazi. Donc c'est clair que les amalgames sont parfois malvenus, d'autant plus qu'on se sert de ces références pour jeter l'anathème, pour humilier, pour insulter le politique, ou pour alerter la population, pour lui faire peur, encore une fois, finalement. Et finalement, on est pris entre multiples peurs, où d'un côté, il y a les médias mainstream qui nous disent qu'il faut avoir peur du virus, et puis ceux qui sont contre qui nous disent qu'il faut avoir peur du totalitarisme et de la référence aux nazis, etc. Alors, il y a vraiment, vraiment beaucoup de corrélations, mais dans le mécanisme du totalitarisme. Il y a quand même beaucoup de choses qui nous en séparent. Moi, donc, comment faire? Il faut absolument aller lire les réflexions d'Hannah Arendt sur le sujet et tous ceux qui ont continué cette réflexion. Mais le nazisme, c'est quand même un parti politique qui, à la tête duquel il y avait quelques hommes, hein, dont un, et qui ont, engagé une partie de la population qui était prête à écouter ces idées-là. Donc il y avait une espèce de parti, un clan partisan qui était là pour exalter la population autour d'une idée, autour de quelques idées, qui changeaient avec le temps, etc. Le but, c'était juste créer quelque part un mouvement, le mouvement perpétuel. Donc ça, je pense qu'on n'a pas, peut-être qu'on aura, j'en sais rien, hein, une espèce d'aficionados de la gestion sanitaire, peut-être qu'on va vers ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau mécanique, il y a beaucoup d'affinités. Moi, je ne ferai pas d'amalgame en ce sens-là, parce que la position des gouvernements, pour moi, n'est pas à comparer aux intentions des nazis. Mais alors, vraiment pas. Vraiment pas. Maintenant, que cela ne nous empêche pas de voir qu'il y a, et c'est d'ailleurs la question d'Hannah Arendt, qu'il y a quelque chose au sein de la modernité qui nous pousse vers un certain totalitarisme. Donc, et là, peut-être c'est le sens de mon intervention ici, pour surtout essayer de faire sortir la critique de ce qui nous arrive d'une vision de la lutte, de l'anathème, d'une suspicion de la malveillance, ou de croire que finalement nos hommes politiques sont cinglés. Et en fait, stratégiquement, politiquement, c'est pas pertinent. Il est préférable de voir l'autre comme quelqu'un qui est, comme je l'ai dit, emprisonné, c'est-à-dire qui ignore une partie de la réalité et qu'il faut ouvrir par le dialogue. Parce que si on décide que l'autre est malveillant, il n'y a pas d'autre alternative que la violence, puisqu'on ne parviendra pas à le convaincre de sa malveillance. Donc si on décide que l'autre est méchant et que l'autre veut nous nuire, donc c'est un discours qui est très répandu, hein, et qui est assez dogmatique, qui est une bénédiction éditoriale d'ailleurs, parce que c'est facile de dire tu souffres,
Voilà le responsable. Ce responsable, on le sait, il peut être, ça peut être les musulmans, ça peut être l'étranger, mais ça peut être aussi ceux qui ne veulent pas suivre le pass sanitaire. Quand Macron dit on est en guerre, je ne sais pas si parfois ils réfléchissent à la conséquence de leur discours. Ça veut dire que ceux, je veux dire, en temps de guerre, les déserteurs, on les liquide. Donc ceux qui ne veulent pas se battre contre l'ennemi déclaré, ils sont évacués. Donc peut-être qu'on en arrive là. Alors c'était peut-être parce que je pense que Macron est complètement absorbé par l'idée d'une communication qui soit la plus parfaite et qui puisse finalement le faire valoir dans l'échiquier politique. Et donc il joue beaucoup là-dessus, mais parfois je pense qu'il ne réfléchit pas à la conséquence de son discours. Et donc, il va y avoir effectivement, à la suite de cette déclaration, deux clans, ceux qui participent à l'effort de guerre et ceux qui ne veulent pas y participer. Et généralement, ceux qui ne veulent pas y participer, on les élimine. Donc, je pense que on a plus à gagner à essayer d'aller chercher chez l'adversaire, si pour autant qu'il y en ait un, et surtout chez soi. Qu'est-ce qui nous fait participer à ça? Qu'est-ce qui, moi, personnellement, dans ma manière de penser et dans ma manière de vivre, encourage cette situation? Il y a quelque chose à faire vis-à-vis de soi, et plus j'arriverai à éclairer ma propre position et mes propres valeurs et finalement le mode de vie qui m'inspire et que je trouve juste, pas simplement pour moi, évidemment. Il y a quand même des effets positifs à cette crise. C'est le recentrement sur le politique. On s'est aperçu, grâce à cette crise, non seulement que la santé était primordiale, ça c'est quand même un point énorme qu'on pourrait faire valoir contre une certaine crise, une certaine gestion de la crise sanitaire. C'est-à-dire que oui, on peut être en bonne santé, mais alors il faut accepter alors un mode de vie beaucoup plus sain. Il ne suffit pas d'avoir un vaccin pour éradiquer un virus, et c'est pas pour ça que toute la population va être en bonne santé. Donc effectivement, réfléchissons à la santé. Mais aussi un mode de vie qui permette que la communauté politique soit vivable et finalement viable. Et donc ça s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus globale. Et là, on tourne toujours autour des mêmes choses. Il faut discuter des valeurs qui cadrent un certain mode de vie et voir quel est le mode de vie le plus appréciable. Alors c'est ça en fait, ne pas rentrer dans ce jeu de la lutte et qui, pour moi, paralyse le débat. Mais ce jeu, pour qu'il y ait lutte quelque part, il faut aussi qu'il y ait peut-être la possibilité, en tout cas la nécessité de trouver un ennemi contre lequel lutter. Mais aujourd'hui, à travers le discours que tu pointais, on est, ce qui est ambivalent, mais on est dans une situation quand même grave où effectivement des familles ont perdu des proches, ont endeuillé, mais c'est malheureusement, je pèse mes mots, c'est la marche du monde. C'est le coronavirus, mais d'autres maladies tuent tous les jours, malheureusement, à l'heure où on échange. Donc, il y a eu là un emballement, un raz-de-marée de discours où tout a pris une ampleur beaucoup plus importante du « nous sommes en guerre » d'Emmanuel Macron jusqu'aux statistiques qu'on nous rabâchait sans cesse, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Ce matin, je faisais ma petite veille de presse pour préparer les vidéos et autres. Que ce soit dans Libération, Le Monde ou Le Figaro, on a de nouveau droit à des articles sur les statistiques. Ça y est, les courbes augmentent, c'est l'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Chers lecteurs, inquiétez-vous. Ça devient dramatique. Donc, on a tout ça, cette scène de théâtre qui est construite où les gens sont emportés dans le mouvement. Mais finalement, contre qui lutter? Parce qu'en face, on a un pouvoir politique qui dit « mais nous, on agit pour le bien. On agit pour la santé. On agit pour que les gens aillent bien. » Donc, ceux qui ne le font pas sont des ennemis, on va dire, presque logiques. Mais contre qui lutter? C'est là où j'ai l'impression qu'il y a déjà l'illusion du débat, il y a l'illusion du choix.
le pass sanitaire, en tout cas tel que c'est appliqué en France, est une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. Parce que renoncer à tout ce qui fait la vie d'un citoyen, alors bien sûr, pas d'obligation d'aller au resto ou autre, mais ce que je veux dire par là, c'est que on est quand même dans l'illusion du choix, de dire, mais bien sûr, vous pouvez ne pas le faire, le vaccin, mais vous allez renoncer à ça, à ça, à ça, à ça, vos enfants ne pourront plus aller au sport, vous n'aurez plus le droit au divertissement, donc ce qui peut vous sortir de votre voie. C'est quand même, je trouve qu'on est dans une situation qui est encore plus malsaine que lorsqu'il y a un conflit clair entre deux groupes qui vont s'opposer, avec la possibilité de s'opposer. Là, je trouve que déjà, de manière factuelle, de manière presque physique, on ne sait pas contre qui s'opposer. Quand Emmanuel Macron dit « nous sommes en guerre », on n'est pas en guerre contre un virus. On ne peut pas lui livrer bataille avec des fusils. Ce n'est pas possible. Donc c'est là où j'ai l'impression, en fait, de... Et c'est sûrement pour ça que, d'ailleurs, ce que je dis depuis 2 minutes n'est pas très clair, c'est que j'arrive pas à saisir, en fait, les tenants et les aboutissants de la situation dans laquelle on est, où on a un discours extrêmement grave, extrêmement dramatique, mais finalement, on ne sait plus à quoi se raccrocher. On ne sait plus à quelle valeur se raccrocher. Mais c'est parce qu'on parle à un niveau politique où il y a tellement de facteurs qui interviennent et de déterminants qu'il est impossible à quiconque d'y mettre de l'ordre, finalement. C'est-à-dire, certains ont le fantasme que cette crise est gérée de main de maître par une certaine classe sociale, alors que cette même classe sociale est en proie à une compétition féroce et que aucun homme, bien sûr, des hommes haut placés, les décisions qu'ils prennent ont des incidences, mais est-ce que cette incidence rentre en conformité avec les projets qu'il a lui-même fomentés, et est-ce qu'il arrive à appliquer tous ces projets? C'est leur prêter un pouvoir quasi divin, et qui est absurde. C'est absurde. Donc c'est encore une fois, on est prisonnier d'une vision macroscopique de l'économie et de la politique, et qui nous contraint à aller nous plaindre vis-à-vis d'un pouvoir dont on dit que notre liberté dépend. Notre liberté dépend d'un certain pouvoir. C'est carrément y aller avec ses mains et leur dire c'est de vous que ma liberté dépend, donc essayez de trouver des mesures pour que je sois libre. J'ai entendu une femme politique, enfin j'ai vaguement entendu, je ne vais pas creuser la chose, mais qui disait une chose très juste, on ne me donne pas la liberté, je suis libre. Je suis libre. Donc je pense qu'il faut quitter encore une fois ce point de vue macroscopique et de croire que tout viendrait d'en haut, et finalement qu'est-ce qui est en haut? C'est un pouvoir. C'est un pouvoir que certaines personnes ne trouvent pas légitime. Alors il faut quand même signaler que ce pouvoir est d'une certaine manière assez légitime, donc c'est ça aussi, il faut se poser la question. Je veux dire, le pouvoir politique ne fait rien sans des sondages, et ils savent très bien que la majorité de la population, pour l'instant du moins, a suivi les décisions gouvernementales. Donc il y a une espèce d'alchimie entre un certain pouvoir et une certaine population qui fait qu'on en arrive là, et d'ailleurs il y a très peu de contestations. Il y en a bien sûr, il y a une frange de la population qui se révolte, qui s'indigne, mais globalement, les mesures passent et ils peuvent enfoncer le clou tant qu'ils veulent, il n'y a pas forcément de résistance. Mais donc, tu posais la question, contre qui lutter? Moi, je dirais d'abord, dans un premier temps, la question, c'est pourquoi lutter? Pour quel avenir lutter? Précisons d'abord ça. Je crois que c'est le moment, justement. Puisque je disais tout à l'heure qu'il y avait un projet politique et économique qui se cachait derrière une crise sanitaire, et on essayait de nous, sous prétexte de crise sanitaire, de nous faire accepter et adhérer ce projet. Dans les hôpitaux sont, comment je veux dire, organisés par une certaine vision de l'entreprise. L'industrie pharmaceutique recèle finalement une vision de l'économie et une vision des rapports humains, basée essentiellement sur la production et la consommation. Et ici, toutes ces mesures viennent nous toucher en quoi? Dans notre qualité de producteur et de consommateur.
Donc, on empêche les gens d'aller travailler, pour certains. Et d'ailleurs, je salue le courage de ceux qui ont cette conscience politique de refuser d'aller travailler et donc de prendre le risque d'avoir des difficultés économiques pour des valeurs qui leur apparaissent plus hautes. Donc là, on voit, il y a une lutte dans l'humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'économie qui compte. Il y a aussi ce qui nous rassemble. Et j'estime que ce qui nous rassemble, c'est la liberté. Alors, peu importe, c'est une notion vague. Peu importe, on n'en discute jamais. Qu'est-ce que c'est la liberté? C'est peut-être pas simplement la liberté de circuler. Mais donc, le pouvoir vient toucher la population par des mesures qui l'enfreignent dans ses qualités de producteur et de consommateur. À nous de réinventer quelque chose. Pourquoi lutter? À nous de remettre en cause le primat de la production. D'autant plus qu'on sait tout l'aspect délétère qu'il y a de la production, qui n'est pas annexé à une réflexion sur les besoins humains. Et alors, contre qui lutter? Ben, là, je ne veux pas forcément botter en touche, hein, mais je ferai une réponse qui est pleinement socratique, c'est contre moi-même. Donc la personne contre qui je dois lutter, c'est la partie de moi qui ne parvient pas à intégrer le rôle politique que je peux avoir dans l'espace public, qui n'arrive pas à intégrer le sens que je peux donner à ma vie dans une réflexion plus ample que le seul souci d'accroître mes biens matériels. Il y a une autre forme de réduction. Hein. Je ne sais pas, évidemment, j'ai pas les tenants et les aboutissants de qui décide quelles sont les questions qui seront l'objet des prochaines échéances politiques, mais on dit que c'est d'un côté la crise sanitaire, de l'autre le pouvoir d'achat, et de l'autre encore ce que Zemmour apporte dans le débat, cette espèce de grand remplacement qui, encore une fois, pour moi, ne change en rien du tout par rapport à l'autre discours, parce qu'il nous trouve un responsable à fustiger. Mais sinon, pour le reste, son discours ne m'apparaît pas forcément différent des autres. Donc, la personne contre qui lutter, c'est contre mon incapacité à réfléchir cet espace, à réfléchir mon rôle, à réfléchir le sens de mon existence et à proposer tout ça comme quelque chose de constructif à l'autre. Donc alors ça paraît peut-être insignifiant et c'est toujours le reproche qu'on fait à la philosophie de type socratique, parce que Socrate, finalement, était déjà insignifiant à l'époque et ses interventions étaient considérées comme insignifiantes. On ne le considérait pas, il faisait partie de... C'était pas un noble citoyen qui était puissant, au contraire, il n'avait rien, il était habillé de guenilles, il n'a même jamais rien écrit, donc il ne voulait pas, c'est très bien expliqué dans le dialogue de Gorgias, il ne voulait pas occuper une position dans l'échiquier politique. Tout ce qu'il voulait, c'est aller à la rencontre des citoyens pour leur insuffler une capacité réflexive plus ample et pour que ces citoyens se rendent compte du pouvoir réel qu'ils pouvaient avoir sur l'existence. Et c'est certainement pas le citoyen qui pourra avoir un pouvoir sur le macrocosme politique. Mais il y a beaucoup de choses à faire et pour soi, pour ses proches, dans la relation qu'on a avec l'autre, quel est le discours que je vais faire valoir. Donc il me semble qu'il y a tout un travail, sans forcément abandonner l'impasse à la fois intellectuelle, enfin la critique de cette impasse intellectuelle politique dans laquelle on est plongé, l'impasse médiatique. C'est clair qu'il faut continuer à critiquer ça. Ce que tu décris est effectivement vrai. Il y a des ruses rhétoriques complaisamment utilisées et par les médias et par les pouvoirs politiques qui sont, comment dire, d'un point de vue
intellectuelle assez malhonnête, pour rester assez sobre. Mais c'est une impasse, et donc il faut critiquer ça. Mais par quels moyens lutter? Là est la question. Pourquoi lutter? Là aussi est la question. Et contre qui lutter? Est-ce qu'il faut absolument que j'érige, moi aussi, qui critique cette impasse politique, que j'érige un ennemi et que j'en fasse le responsable de tous mes malheurs? Donc voilà, moi c'est une position qui est confortée par mes diverses réflexions et mes lectures de la philosophie ancienne. C'est une réflexion que je laisse à l'appréciation de chacun, mais je pense qu'on a tout à gagner à réfléchir autour des grandes notions qui peuvent fonder une communauté. C'est peut-être le moment en fait. Alors ça va peut-être pas changer le monde, hein. Socrate lui-même en son temps n'a rien changé. Mais Socrate qui n'était rien, Socrate qui n'avait aucun pouvoir politique, qui n'a jamais rien écrit, est quand même devenu le père fondateur de la philosophie occidentale. Donc il a laissé une trace. Il a laissé une trace tout simplement parce que son discours reste, comme je le disais au départ, éminemment paradoxal. Donc il nous permet d'échapper à tous les pièges que nous tend une doxa. Donc une opinion commune qui ne veut plus s'interroger et qui pense qu'affirmer ses valeurs en permanence, c'est suffisant pour fonder une communauté. C'est, je crois, un message intéressant et clair et effectivement qui résume bien l'échange qu'on vient d'avoir, cher Emmanuel. On est ensemble depuis bientôt 2 heures vraiment, et on a passé un excellent moment parce que voilà, on est aux prises à la fois avec des éléments de réflexion, de philosophie que tu nous as offert, que tu nous as expliqué et qu'on n'a pas l'habitude de croiser sur Juste Milieu, mais j'ai l'impression que ça fait véritablement sens parce que c'est un petit peu finalement la démarche que j'essaie de pousser à ma modeste échelle sur Juste Milieu, mais de prendre ces faits, comme je dis, d'essayer de les questionner, de pousser chacun à réfléchir au-delà d'un ennemi désigné, au-delà d'une envie de lutter voilà, basique qui s'arrêterait à elle-même finalement. Mais voilà, faire le pas de côté à la fois de la rigolade, mais aussi à la fois du regard sur les faits, de dire peut-être qu'on peut réfléchir notre société avant d'essayer de la combattre, ou combattre l'ennemi, ou combattre la réflexion qui ne nous plaît pas. Donc je crois que là, on est dans la cohérence. Donc voilà, pour conclure, hein, il ne me reste plus qu'à te laisser le mot de la fin, peut-être la dernière réflexion que tu souhaiterais apporter, voilà, pour apporter une belle conclusion à cet échange. Le mot de la fin, peut-être un message d'espoir, encore une fois insufflé par la pratique de la philosophie ancienne, hein. Donc l'homme n'est pas voué, n'est pas écrasé par une chape de nécessité. Il y a des choses merveilleuses en lui. Comme le disait Marc Aurèle, si tu veux trouver cette merveille, creuse toujours en toi-même. Donc on n'est pas condamné. Il faut comprendre qu'il suffit parfois de changer de point de vue, l'élargir un peu, admettre que la parole est un instrument sacré, qu'il faut réfléchir avant de parler, voir aussi l'impact que ça peut avoir. Et tout ça est porteur pour moi d'espoir. On n'est pas déterminé. Il y a une part d'incertitude dans la vie qui nous est offerte pour justement se créer soi-même. Eh bien, parfait. Parfait. En tout cas, moi, j'espère vivement qu'on aura l'occasion de te revoir sur Juste Milieu pour traiter à nouveau d'autres questions, d'autres réflexions. Encore une fois, un immense merci, hein, cher Emmanuel. Merci à vous, chers spectateurs, d'avoir assisté à ces 2 parties, cet échange en 2 parties. Voilà, c'est important, le temps de digérer ces informations, de les réfléchir, justement, pour reprendre un des termes majeurs de l'échange. En attendant, nous, on va bientôt se retrouver sur Juste Milieu, vous le savez. N'hésitez pas à vous abonner, il faut le dire, apparemment c'est obligatoire. Et sinon, prenez soin de vous, on se retrouve très très vite. Au revoir.